Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. C'est l'espoir d'une renaissance que tenaient entre les mains les électeurs centrafricains. Ils étaient appelés aux urnes ce dimanche 14 février pour élire leur nouveau président. En Ouganda, en revanche, la campagne électorale est au plus fort. Le deuxième débat présidentiel en vue du scrutin du 18 février a eu lieu ce samedi en présence des 8 candidats. Et puis du nouveau à la tête des Lions indomptables du Cameroun, le Belge Hugo Bross a été nommé sélectionneur ce samedi en remplacement de l'Allemand Volker Finke. Les bureaux de vote ont ouvert à 6h heure locale ce dimanche. Quelques 2 millions d'électeurs centrafricains étaient appelés aux urnes pour élire leur président. Un scrutin crucial qui s'est déroulé dans le calme. On fait le point tout de suite avec Lise Elsie à Kézimane. Les Centrafricains ont relevé le défi de la réalisation des élections apaisées. Le second tour de l'élection présidentielle ainsi que le premier tour des législatives se sont déroulés dans le calme. Ce dimanche 14 février 2016, près de 2 millions d'électeurs avaient été appelés aux urnes, une élection de tous les enjeux. Les élections se tiennent au grand bonheur des Centrafricains. Cela permettra d'avoir des autorités légitimes qui auront les coups des franges pour gérer le pays. Ce second tour permettra en effet de départager 2 candidats arrivés en tête au premier tour de la présidentielle du 30 décembre 2015. Il s'agit d'Anissé Georges Delogele et de Faustin Archange Touadéra, même si ces élections se sont déroulées dans le calme et n'ont pas connu beaucoup d'engouement. Ces élections se sont déroulées dans une ambiance bon enfant. C'est vrai qu'il n'y a pas eu tellement de problèmes à noter, mais il faudrait signaler tout de même que l'affluence n'a pas été comme on l'avait vu lors des élections groupées du 30 décembre dernier. Il y a eu quelques personnes seulement qui venaient comme ça pour voter. Et puis l'affluence, comme je l'ai dit, il n'y avait pas vraiment une affluence notoire pour atteindre le pourcentage de 60% qu'on a vu lors du scrutin du 30 décembre. À noter que ce scrutin présidentiel est couplé avec les législatives dont le premier tour en décembre 2015 a été annulé pour cause d'irrégularité. Ces élections sont censées ramener la stabilité dans ce pays d'Afrique centrale après 3 ans de violence intercommunautaire. En Ouganda, la campagne électorale se poursuit. Les 8 candidats en course pour la magistrature suprême ont participé à un débat télévisé ce samedi à Kampala. Retour sur les temps forts de cet événement dans ce reportage notre envoyé spécial, Paul de Singwe. Le débat télévisé entre les candidats, un procédé devenu incontournable à la course à l'élection présidentielle en Ouganda. Pour la 2e fois dans l'histoire du pays, cet exercice a réuni les différents candidats au scrutin présidentiel du 18 février 2016. De l'économie aux affaires étrangères, ici, les candidats sont appelés à se prononcer sur tous les aspects de la vie politique du pays. Ce débat télévisé entre les candidats est organisé par le Conseil interreligieux de l'Ouganda. Cette seconde édition aborde la question de l'investissement étranger, comment les étrangers pourraient venir investir en Ouganda, l'intégration régionale, l'unité de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Nous abordons également la question de la cour criminelle, du regard que portent les autres pays sur l'Ouganda. Je pense qu'il est important que les populations des autres pays sachent que l'Ouganda est un pays indépendant, que nous choisissons nous-mêmes notre destinée. As Ugandans, we can make our decision. We are going to choose our leaders, and people should respect the decision of the people of Uganda. Retransmis en direct par plusieurs chaînes de télévision, le débat télévisé entre les candidats offre la possibilité à ces derniers de dévoiler leur programme politique à un large public. The importance of this is that the candidates speak. L'importance de ce débat est qu'il permet au peuple d'évaluer tous les candidats au même moment, car quand ils sont en campagne, ils ne peuvent pas vraiment comparer leurs projets et déterminer qui est le meilleur. Mais avec ce débat, ils jugent mieux les candidats et peuvent décider directement pour qui ils voteront. Pour la première fois en 30 ans, le président Museveni a participé au débat télévisé entre les candidats. Et lorsque le candidat sortant, seul contre tous, se fait attaquer sur son bilan ou sa longévité au pouvoir, la réponse du chef de l'État actuel est immédiate. Il fustige, selon lui, l'inexpérience politique de ses adversaires. Now I am here
Je suis ici pour parler de l'Ouganda et non de la fiction. S'il s'agissait de la fiction, nous aurions pu un examen écrit avec un prix Nobel pour le vainqueur. Et vous auriez pu dire ce que vous êtes en train de dire là. Parlez de l'Ouganda de maintenant et non de l'Ouganda du futur. Et non ce que vous ferez dans le futur parce que nous ne sommes pas dans le futur. Le futur n'est pas encore arrivé. Parlez du présent. La démocratie implique que l'on ait le peuple avec soi. Si vous n'avez pas le peuple avec vous, s'il ne vous supporte pas, vous ne pouvez pas gagner. L'élection présidentielle aura lieu le 18 février 2016 en Ouganda. Le corps électoral comprend environ 15 millions d'électeurs pour une population estimée à 37 millions d'habitants. Tous les drapeaux sont en berne en Guinée. Un deuil national de 3 jours à compter de ce 14 février a été décrété par le président Alpha Condé sur l'ensemble du territoire. Une décision qui fait suite au décès de 6 soldats guinéens le 12 février lors d'une attaque à Kidal contre un camp de la mission des Nations Unies au Mali. Urgence sanitaire en Libye. 2,4 millions de personnes sur une population de 6,3 millions sont en situation de vulnérabilité depuis la chute de Mouammar Kadhafi. Les besoins pour leur porter secours sont estimés à plusieurs dizaines de millions de dollars. Tcharanjai, commenté par les Elsi Akizimana. Urgence de santé publique en Libye. Les Libyens qui ont fui leur domicile, notamment à Benghazi, souffrent des conséquences du conflit actuel. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète du sort de près de 2 millions de personnes et notamment de l'impact du conflit sur leur santé. L'inquiétude porte notamment sur les risques d'augmentation de maladies transmissibles, d'épidémies de rougeole ou encore de poliomyélite. Nous avons de graves pénuries de médicaments à travers toute la Libye, dans les hôpitaux, les cliniques, partout. Nous avons fermé plus de 40% des installations sanitaires pour diverses raisons fonctionnelles. Soit elles se trouvaient dans une zone de conflit, soit il n'y a pas de ressources humaines ou il n'y avait pas d'électricité pour faire fonctionner l'hôpital. Aujourd'hui, il est urgent d'agir selon l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS recherche des financements à hauteur de 50 millions de dollars pour faire face à l'urgence. Les besoins sanitaires se font plus ressentir chez la mère et l'enfant. Chaque mère pouvait accoucher dans un milieu hospitalier avant le conflit et maintenant les mères accouchent principalement dans les maisons sans être assistées. Pouvons-nous nous permettre d'attendre que la décision politique se matérialise avant de lancer une intervention humanitaire ? Un patient souffrant de diabète insulino-dépendant devra-t-il attendre qu'un nouveau Premier ministre vienne réformer le système de santé afin de recevoir de l'insuline ? Devons-nous attendre ? Absolument pas. Parce que des gens meurent chaque jour parce qu'ils n'ont pas accès aux soins de santé adéquats. La Libye, riche en pétrole, a pourtant basculé dans le chaos depuis la chute du guide libyen Mouammar Kadhafi en 2011. Elle est livrée à des milices armées qui se disputent le pouvoir et le contrôle des sites pétroliers. La guerre civile a dans un même temps permis l'émergence du groupe État islamique, notamment dans la région de Sirte, où le groupe islamiste compterait environ 3000 combattants dans le pays. L'OMS invite la communauté internationale à agir dès maintenant afin d'éviter les épidémies massives, la hausse du taux de mortalité et de morbidité qui augmente de façon exponentielle, compromettant la santé et l'avenir du peuple libyen. Il ne figurait pas dans la liste des pressentis, pourtant c'est lui qui a été choisi. Hugo Bross est le nouveau sélectionneur des Lions indomptables, peu connu du public camerounais. Il jouit toutefois d'un palmarès quelque peu éloquent. Les détails dans ce sujet de la rédaction. Du nouveau dans la tanière, le Belge Hugo Bross prend les rênes de la sélection nationale. Il a été nommé ce samedi par le président de la Fédération camerounaise de football et remplace à ce poste l'Allemand Volker Finke, licencié en octobre 2015. J'ai été un peu surpris par cette annonce parce que je n'avais pas vu ce nom dans la liste des entraîneurs qui étaient pressentis pour être sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. C'est pas toujours un grand nom qui fait un grand entraîneur. On a vu des grands noms échouer dans certaines sélections et tout ça. Qui sait si ce Hugo Bross va apporter au Cameroun de grandes choses. Une surprise, d'autant plus que son profil ne cadre pas véritablement avec les conditions édictées lors de l'appel à candidature. Âgé de 64 ans, il sera secondé dans sa tâche par Alexandre Bellinga, entre autres, et l'enjeu est de taille. Les premières responsabilités, malheureusement, ne se situent pas sur le terrain. Même si le terrain peut sauver les apparences à un moment, je crois que
Le football camerounais est dans une situation telle qu'il doit s'épurer, il doit se nettoyer d'abord par le haut avant de pouvoir concevoir des choses pour ce qui suit. Il lui faut prendre la mesure de cette équipe, c'est-à-dire connaître les joueurs. Est-ce qu'il les connaissait avant? Ça, j'en sais rien. Est-ce qu'il s'est renseigné? Est-ce qu'il va devoir s'appuyer sur ceux qui étaient là? Toujours est-il qu'en tant qu'observateur, on lui souhaite et on croise les doigts pour qu'il puisse réussir sa mission. Hugo Broos devra donc rapidement se mettre à la tâche. Son principal défi, décrocher la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon. Et cela commencera par un premier test le 26 mars 2016 face à l'Afrique du Sud. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.